Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce tour d'inspection des travaux de la Starbase à Boca Chica, un complexe qui s'étale sur 4 sites principaux, à savoir le site de lancement, le site de production, le site de Sanchez et le site de Massé. Une organisation de plus en plus précise qui nous change des débuts erratiques de l'entreprise, ici au Texas. En effet, plus le projet du Starship évolue et plus nous assistons en tant que témoins privilégiés à l'aboutissement de ce qui pourrait bien être à terme une fusée surpuissante et 100% réutilisable. En tout cas, c'est l'objectif que s'est fixé Elon Musk. Au programme de ce soir, l'arrivée d'un ouragan qui menace les équipements et potentiellement certaines installations. En news légère, des artistes numériques qui s'en donnent à cœur joie avec les vidéos de SpaceX. Et enfin, les réponses de notre Philippe National à vos questions. Bon, vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on décolle pour la Starbase. Bon, je ne vous présente plus Mauricio de la chaîne RGV Aerial Photography, cet observateur de la Starbase qui régulièrement prend le chemin des airs à bord d'un petit avion privé afin de nous ramener d'innombrables photos des différents sites de SpaceX consacrés au programme Starship, ainsi que de précieuses vidéos prises également depuis le sol. Une documentation fort utile qui lui permet ensuite d'analyser en live, en compagnie de Zach Golden de CSI Starbase qui l'invite régulièrement, les avancées des chantiers et progrès techniques réalisés en vue de créer cette future fusée surpuissante et 100% réutilisable. Bon, plus de risquer parfois sa peau avec une météo très mouvementée, Mauricio est un réel passionné d'aviation. Alors on ne sait pas exactement ce qui est arrivé à ce petit avion ici en photo, mais il semble bien qu'il y était très attaché. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à sa chaîne et à le soutenir car il fait un travail vraiment précieux. Autre passionné d'aviation et d'aérospatiale en général, le profil de Curiosity, bon je parle pas ici du rover mais bien d'un profil sur X que je viens de découvrir, Curiosity qui nous propose l'association forte à propos de ce vaisseau du célèbre film Interstellar avec le Starship, et en l'occurrence ici le S-28 qui, rappelez-vous, avait tournoyé dans les airs lors de sa rentrée atmosphérique dans une valse infernale qui nous avait valu de superbes images durant le 3e vol. Un conte qui s'applique à expliquer en images et au mieux certaines lois physiques en vulgarisant certaines notions complexes ou simplement en nous montrant par exemple les variations de couleur d'une étoile en fonction de sa température de surface ou encore ce à quoi ressemblerait notre Terre si toute son eau lui était retirée. En bref, je vous laisse découvrir le reste sur son compte que vous trouverez en lien dans la description de cette vidéo. Bon allez, rendons-nous à présent sur le site de lancement, d'ailleurs ce sera en compagnie de Mauricio qui, malgré les risques de métier que nous venons d'évoquer rapidement en news, eh bien n'hésite pas à prendre le chemin des airs même quand il serait plus raisonnable de rester au sol. D'autant que là-bas sur le plancher des vaches de Boca Chica, les équipes de SpaceX ont décidé de ne prendre aucun risque, l'ouragan Beryl approche et il est hors de question de mettre en danger les équipements et le personnel. En effet, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un monstre à part entière qui se dirige tout droit vers la Starbase. Les météorologues mexicains parlent quand même d'un ouragan de catégorie 2 sur une échelle de 5, avec des vents soufflant à 175 km/h et des rafales pouvant atteindre les 220 km/h. Avec ça, des vagues de 6 à 8 mètres de haut, enfin bref c'est une météo avec laquelle il ne vaut mieux pas plaisanter. Sur le site de lancement, les ouvriers s'appliquent donc à coucher la gigantesque grue chargée de l'assemblage de la future tour. Aux dernières nouvelles, SpaceX lui aurait déjà trouvé un petit nom à sa grue, T-Rex, mais bon jusque-là la logique est respectée, rien de tel qu'un T-Rex pour assembler un Mechazilla. Et oui, parfois ces Américains ce sont de grands enfants. Bon, un ouragan en approche qui n'a cependant pas empêché le chantier du second pas de tir de se poursuivre, un temps au beau fixe en attendant qui a permis l'installation des 4 pieds sur le dessus de la base de la tour afin de permettre le raccordement avec le premier segment qui attend désormais patiemment son tour une trentaine de mètres plus loin. Pour rappel, cette tour sera plus haute que la première puisque comme nous l'évoquions samedi dernier, elle devra pouvoir assurer le fonctionnement pour la V2 et la V3 du Starship. On fait un saut de puce très rapide sur le site de Sanchez où récemment des travaux de peinture ont débuté sur les extérieurs du tout nouveau parking construit et achevé il y a peu, une peinture de couleur noire ou ardoise pour les férus de déco qui n'est pas sans rappeler celle utilisée pour la façade de la Star Factory. Sur le site de production, et puisque nous sommes en pleine considération esthétique, prenons un peu de hauteur afin de réaliser à quel point d'énormes progrès ont été accomplis ces dernières semaines. Une Star Factory qui, vue de l'extérieur, donne l'impression d'être complètement terminée, même si, vous le savez sans doute si vous nous suivez régulièrement et que vous avez pris connaissance lors d'un récent tour d'inspection du résumé que nous avions fait de l'interview de Musk par Tim Dodd, eh bien il reste encore pas mal de travail à l'intérieur pour que tous les équipements soient définitivement opérationnels.
De même, du côté des nouveaux bureaux de l'entreprise, dont on constate qu'ils sont désormais pourvus d'une couverture, des équipes sont d'ailleurs déjà en train d'aménager l'intérieur des locaux. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, à l'extérieur, entre ces nouveaux bureaux et la gigantesque Star Factory, vous apercevez de nouvelles fondations. Or, ces dernières sont carrément sur la parcelle qui n'appartenait pas encore à SpaceX. Et oui, rappelez-vous, nous vous en avions souvent parlé, il s'agit d'une parcelle de terre isolée dont le propriétaire était encore récemment en procès avec l'entreprise. Il semblerait donc que le dénouement de cette affaire soit proche et que, soit par une entente commune, soit par décision de justice, il y ait eu un dédommagement de la part de SpaceX, sans doute une belle somme. Le gigantesque hangar, le second Mégabay, reçoit régulièrement mais par petites doses du matériel, entreposé généralement à l'extérieur du bâtiment, avant d'être trié par ordre d'assemblage pour être finalement intégré aux différents stands blancs que vous apercevez ici, et qui, pour rappel, serviront au deuxième étage du Starship afin d'installer sous leur jupe les fameux Raptors dans des conditions optimales de travail. Un second Mégabay quasiment lui aussi presque terminé et opérationnel déjà. Nous verrons bientôt d'ici quelques mois les V2 se bousculer à l'intérieur pour recevoir leur moteur, on a hâte de voir ça. Les équipes travaillent désormais à l'ombre, à l'abri des intempéries au sein des gigantesques hangars, préparant la relève de la V1 du Starship. En effet, grâce aux images capturées par les caméras de l'Appadré, vous apercevrez quelques segments qui sortent discrètement de la Star Factory avant d'être rangés en vitesse dans le high bay, probablement des parties de la V2 du deuxième étage. Plus loin, de l'autre côté de la gigantesque pouponnière à prototype, un IDOM a lui aussi été sorti. C'est une sorte de version revue et corrigée qui pourrait bien, selon les équipes de NASA Spaceflight, appartenir à un futur article test. Il faudra suivre ça de près car ce sont les esquisses de la fameuse V2 des deux étages du Starship qui promet quelques modifications essentielles pour améliorer la fiabilité de la fusée. Nous ferons bientôt un point complet là-dessus d'ailleurs. Pour finir ce tour d'inspection, allons tout de suite sur le site de Massey. Les prises de vue aériennes de Mauricio confirment ici que la réorganisation du lieu est à présent actée, avec des parties claires et bien délimitées. En effet, l'ancien sol poussiéreux a laissé la place à des routes goudronnées, alimentant quelques parkings, bureaux ou chantiers. Notez que le tout nouveau Can Crusher, cette V2 du cruel écraseur de canettes si on le traduit, sera bientôt terminé, avec certes encore quelques pièces maîtresses qui viendront se greffer à cette structure dans les prochains jours, mais il sera bientôt fin prêt pour mettre à l'épreuve tous les articles tests qui viendront s'échouer dans ses mâchoires. Selon Chris Bergin et d'autres observateurs, le S-31, après avoir réussi son test cryogénique dont on parlait samedi soir dernier, aurait été descendu de son stand de test et arrimé solidement à un support, le temps que l'ouragan fasse son œuvre et que la météo soit à nouveau plus clémente. Pour rappel, le S-31, qui a subi il y a peu un feu électrique et a passé quelques jours en convalescence dans le high bay, prépare le 6e vol qu'il effectuera en compagnie du B-13 si tout se passe bien. Il serait donc dommage de le perdre à cause d'un mauvais coup de vent. Allez, c'est le moment de passer à la rubrique consacrée à vos questions les terriens, et Philippe aujourd'hui a décidé de répondre à 3 d'entre elles. On commence par celle de The Metal Slayer 2260. Est-ce judicieux de toujours augmenter la hauteur alors que cette augmentation de hauteur augmente irrémédiablement la hauteur du centre de gravité de la fusée et que la place sous la fusée n'augmente quasiment pas ? Ne serait-il pas plus intéressant de faire une fusée avec un plus grand diamètre ? En gros, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Une fusée plus haute ou une fusée plus large ? Eh bien, The Metal Slayer, merci pour ta réflexion, et la question qui en découle. Le diamètre de 9 mètres choisi par SpaceX pour son vaisseau géant représente déjà une taille plus que respectable, comparable à la fusée Saturn V ou au réservoir ventral de l'ancienne navette spatiale. Ce diamètre offre une section transversale de près de 64 mètres carrés, constante sur toute la hauteur de la fusée, ce qui n'était pas le cas sur la Saturn, ni la N1 soviétique et son profil conique. Bon, ce diamètre permet déjà d'installer 33 moteurs à la base du booster, et bientôt même 35, ce nombre est déjà considérable, et il ne serait probablement pas raisonnable de le doubler. Si on se réfère au journal de la Starbase numéro 42, n'oublions pas que la poussée va bientôt atteindre la valeur incroyable de 10 000 tonnes, et ne banalisons pas trop vite ce genre d'exploit. 4 points cependant sont à considérer. Il y a tout d'abord le facteur de forme très allongé de la fusée posé sur sa table, qui la rend sensible aux vents latéraux. C'était un problème identifié dès le début, et dont la parade originelle était la pince géante fixée sur l'ocudiarme. On a abordé ce sujet dans le JDS numéro 81 entre autres. Les 20 pinces de maintien de la table orbitale sont là pour fixer solidement la fusée sur son socle, mais vu la hauteur actuelle de 120 mètres et bientôt beaucoup plus, la prise au vent devient problématique en l'absence d'arrimage en partie haute. Les procédures de lancement de SpaceX prévoient certainement une vitesse limite de sécurité au-delà de laquelle les bras de la tour viennent maintenir fermement le chip posé sur son booster.
Ensuite, la stabilité de la fusée en vol n'est pas diminuée de par son fort allongement, car le fait d'éloigner le centre de poussée du centre de gravité augmente l'inertie du vaisseau dans ses changements de direction. C'est un peu comme une grosse et longue limousine qui est plus stable mais moins maniable qu'une petite citadine. Également, le diamètre du vaisseau, une fois choisi, devient un standard du projet industriel qui va baser toutes ses infrastructures au sol sur cette dimension précise. La tour orbitale, les transports routiers, les supports de fabrication dans l'usine, etc. Tout se base sur cette référence de 9 mètres. Vouloir ici en changer, ça obligerait à revoir le projet industriel dans son ensemble, avec les coûts et les délais correspondants. En gros, pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon, malgré ça, il arrivera peut-être un jour que ce fameux choix des 9 mètres doive tout de même évoluer vers des valeurs plus importantes, mais ce sera la conséquence incontournable d'une nouvelle augmentation de la poussée totale du booster. En effet, une grande partie de la poussée des moteurs vers le haut de la fusée transite par le volume d'ergol et de gaz maintenu dans les immenses réservoirs gonflés comme des ballons et rendus rigides par la seule pression interne. Ceux-ci servent donc d'intermédiaire dans la chaîne de transfert mécanique des efforts de poussée verticale. Avec environ 6 bars de pressurisation actuellement, nous arrivons déjà à la valeur de 3800 tonnes reportées vers le haut avec le diamètre de 9 mètres et 63 mètres de section horizontale. Ceci sans passer par les tôles formant les parois latérales du booster et qui assurent le reste de la poussée. C'est le dôme supérieur du booster qui collecte toutes ces forces. Rappelons également que l'effort de poussée initiale verticale est progressivement consommé par l'inertie de chaque mètre de la structure sur toute la hauteur de la fusée, qui grignote une partie de la force pour accélérer sa tranche de fusée. Ceci nous évite de nous retrouver avec 7800 tonnes de poussée reportées intactes sur le nez du ship. Une future forte augmentation de la poussée au décollage, disons entre 15 000 et 20 000 tonnes, risquerait de voir le booster s'écraser sur lui-même, sauf à le renforcer tellement que son poids deviendrait déraisonnable. La solution pourrait aussi passer par une augmentation de la pression interne dans les réservoirs, 8 ou 9 bars, mais cette solution obligerait également à recourir à des tôles plus épaisses et plus lourdes. C'est donc contraignant, mais ça reste envisageable. Une autre solution pourrait alors passer par l'augmentation du diamètre moyen du vaisseau que tu suggères, disons 12 mètres, comme dans le projet initial du BFR, c'était le nom donné au Starship. Passer de 9 à 12 mètres de diamètre correspond à un quasi-doublement de la section transversale du vaisseau, la surface étant proportionnelle au carré du diamètre. Ça ferait donc 2 fois plus de surface pour y loger des Raptors, près de 63 possibles avec le même tassement que sur la version 9 mètres actuelle. Techniquement, une telle poussée sur une surface aussi grande aboutirait à une structure métallique porteuse majorée dans des proportions colossales, réduisant fortement l'intérêt de ce bond en avant de puissance. Le standard 9 mètres a probablement encore quelques belles années devant lui, et pour répondre donc simplement à ta question, ici gagner encore un peu en hauteur vaut mieux que gagner en diamètre. Allez, je passe maintenant à la question de Atomacorn. Sacré monstre ce Starship d'ailleurs, comment les futurs passagers vont supporter le bruit et les ondes sonores? Va-t-on le blinder ou le remplir de perlites? Eh bien merci pour ta question, toutes les fusées effectivement sont extrêmement bruyantes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. En fait, voyager dans l'espace n'est pas et ne sera pas de sitôt une confortable balade touristique. Dans les vaisseaux actuels, le niveau de bruit et de vibration est déjà un problème majeur, et les satellites qui entrent dans les soutes des fusées passent d'ailleurs des tests de résistance au bruit et vibrations dans des installations spécifiques avant d'obtenir leur qualification pour le vol. Bon, il est également trop tôt pour dire si ce problème sera encore plus présent sur le Starship, compte tenu de sa puissance phénoménale. On peut par contre simplement évoquer le fait que l'absence actuelle de fosses par flamme largement dimensionnées risque de favoriser la formation d'ondes de choc qui à leur tour viendront secouer fortement la coque de l'engin spatial et ses occupants. La meilleure prévention étant la prévention justement, il serait peut-être pertinent de prendre le problème à sa source et que les futurs pas de tir intègrent mieux cette exigence, car il ne suffira probablement pas de distribuer des bouchons d'oreilles aux futurs passagers montant dans leur cabine en classe affaires dans un luxueux Starship commercial. Bon par contre, j'aime bien l'idée d'une piscine pleine de perlites à bord, ça plaira sûrement aux enfants, mais non, on oublie l'idée, ça n'est absolument pas utilisable dans ce but. Allez, on va terminer aujourd'hui avec la question de Spirit Power. Que se passe-t-il si un seul moteur explose durant le décollage du Starship? Est-ce que la fusée entière explose ou pas? Ah bah tiens oui, ça c'est une bonne question. Comment fait SpaceX pour éviter la catastrophe quand un de ses 33 moteurs se brise? Au passage, je crois bien que la réponse à cette question nous a déjà été donnée dans les vidéos des 4 premiers vols. Peu importe, tu fais bien de la poser, c'est l'occasion de revenir un petit peu sur le sujet. Lors du premier vol, ce sont 3 moteurs du booster qui ont défailli à l'allumage, sans toutefois exploser brutalement. Rapidement, de nombreuses autres défaillances se sont ajoutées au scénario, transformant le joli dard de flamme bleue en un brûlot jaunâtre nettement moins digne.
Comme tu le dis, le risque en cas d'explosion d'un moteur est double. En premier lieu, il y a les dégradations possibles sur le vaisseau, issues de la projection de débris du moteur en train de se désintégrer. C'est pour cela que de très nombreux et lourds blindages ont été ajoutés au niveau du compartiment moteur des boosters. Le cloisonnement reste encore la meilleure stratégie de protection passive, et lors de ce premier vol, malgré une réelle explosion moteur en vol, le booster a poursuivi sa folle danse avec son vaisseau préféré. Lors du deuxième vol, la perte du booster a probablement été due au phénomène de ballottement des ergols dans les réservoirs, un phénomène pas encore résolu à cette date. Les turbopompes qui tournent à plus de 40 000 tours minute n'aiment en effet pas trop qu'on leur coupe brutalement l'aspiration de leur nectar cryogénique. Lors du troisième vol, c'est un réallumage trop tardif des moteurs qui a mené à la perte du booster alors que celui-ci était encore supersonique à moins de 1000 mètres d'altitude, mais nous n'avons malheureusement aucune image détaillée de la fin de vie de notre pauvre B10. Par contre, lors de l'OFT4, on a eu une nette évolution avec la survie des deux protagonistes. Dans ce dernier vol mémorable, le flux vidéo nous a permis d'assister en direct à la quasi-totalité de la mission des deux étages récupérables, premier et deuxième étage. Pour en rester à ton interrogation, la séquence la plus intéressante, c'est celle des dernières 30 secondes de vol du booster, juste avant son bain de siège planifié. Au moment de l'allumage des 13 moteurs centraux pour le coup de frein final, la caméra embarquée nous a clairement montré qu'un moteur venait d'exploser en démarrant. Nous avons vu passer des débris de celui-ci dans le champ de la caméra, ce qui était impressionnant. Or, comme on l'a vu, le B11 ne s'est pas disloqué pour autant. Les divers blindages et écrans de protection entre moteurs ont alors pleinement joué leur rôle, évitant le pire. Lors de cette séquence finale, l'alimentation en ergol des moteurs a été préalablement basculée des réservoirs principaux vers les deux réservoirs auxiliaires destinés à cette seule et dernière phase du vol. Ces derniers, compacts et bien protégés, sécurisent et facilitent l'aspiration des ergols en les regroupant dans un petit volume, évitant ainsi leur éparpillement. Le moteur détruit a laissé les arrivées de méthane et oxygène liquide fuir vers l'extérieur. Ceci explique bien la flamme jaune de l'incendie que nous voyons sur les images prises par la caméra, installée sur la bouée automatique en pleine mer. Il n'y a pas eu de perte non plus du Heavy Booster qui a certes eu chaud aux fesses, mais a survécu en un seul morceau jusqu'à son bain final bien mérité. Bon, nous n'avons pas d'informations précises sur les séquences automatiques d'isolement des vannes motorisées qui coupent les alimentations des moteurs Raptor, mais la logique voudrait que si l'ordinateur de bord détecte un dysfonctionnement sévère de l'un d'eux, les vannes d'alimentation en ergol correspondantes reçoivent immédiatement un ordre de fermeture afin d'éviter la propagation d'un incendie et la perte d'ergol utile pour les autres moteurs. Mais même si des vannes de sécurité se sont fermées rapidement, les dégâts provoqués par l'explosion du moteur ont peut-être rompu les tuyauteries en amont de celle-ci, rendant la fuite inévitable. Le bilan de ces 4 premiers vols tests sur le plan de la résistance des vaisseaux est tout à fait positif et encourageant. Nos deux compères sont tous deux un peu plus lourds que prévu, mais ils ont tous deux fait preuve d'une incroyable résilience face à l'adversité. Tant le S-29 et son refus obstiné de fondre, comme le plasma le lui proposait avec grande insistance, tant le B11 et sa persévérance, malgré une brutale explosion moteur juste avant l'atterrissage. Faut-il y voir une fois de plus le choix éclairé de l'acier inoxydable? Wait and see. Merci les terriens d'avoir suivi le journal de la Starbase jusqu'au bout. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, c'est gratuit. Et n'oubliez pas non plus le pouce en l'air de YouTube. On se retrouve vendredi pour l'actualité spatiale de la semaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Salut les terriens!